Donc, on va donner la parole maintenant à Alberto, hein, qui va nous parler un peu de quelque chose qui est justement en devenir, hein, à savoir Podemos. Hein, et je te laisse la parole. Bien, bonsoir. Je suis un membre du cercle, c'est comme ça qu'on appelle les organisations de base de Podemos, du cercle Podemos de Paris, qui est composé en partie de gens comme moi qui sont nés en France de parents d'origine espagnole et en très grande partie de jeunes espagnols arrivés très récemment. Il faut savoir qu'une des conséquences de la politique d'austérité pratiquée en Espagne, ça a été une fuite massive de la population jeune dans des proportions supérieures à ce qu'a été l'immigration espagnole des années 60 et 70. Ce mouvement est complété par le départ de quasiment toute l'immigration qui avait été arrivée en Espagne ces 15 dernières années, puisque l'Espagne a perdu 400 000 personnes d'origine immigrée en 4 ans. Aujourd'hui, le président du gouvernement espagnol prétend se vanter d'une baisse technique du chômage, mais c'est une baisse de la population espagnole qui s'est produite, une baisse très importante de la population active, puisqu'il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, les 3/4 des jeunes Espagnols estiment qu'ils doivent quitter le pays pour pouvoir trouver du travail. C'est une saignée, notamment dans les emplois qualifiés, notamment dans le secteur de la santé, qui est extrêmement importante. Et c'est un indicateur de ce qu'est la violence de la politique d'austérité menée en Espagne, puisqu'elle aboutit même à une baisse de la population, ce qui ne s'est jamais vu dans ce pays. Et alors, sans entrer dans un discours d'économiste, il est évident que la baisse de la population active, etc., a des conséquences, a un effet d'entraînement, de cercle vicieux dans les ressources du pays. Mais cette politique a démarré en 2008. Nous l'appelons la politique d'austéricide, puisque d'une certaine manière, on peut discuter de la validité de certaines politiques d'austérité qui seraient ne pas dépenser l'argent n'importe comment, ne pas faire des travaux publics à tout prix, des aéroports, des barrages, etc., juste pour que un certain nombre d'entreprises se fassent du fric, et de dépenser correctement l'argent public. On parle bien d'austéricide, c'est-à-dire d'une politique qui est une politique organisée et systématique de destruction de l'État social. Ça a commencé en 2008 avec un gouvernement espagnol dirigé par le Parti socialiste de Zapatero. Une des choses peu connues dans ce qui s'est passé à partir de 2008 est que la constitution espagnole a été modifiée en une semaine par un accord entre le Parti socialiste et le PP, qui dans cette époque-là tenait à eux deux 80% des voix en Espagne. Le PP et le PSOE, en une semaine, ont modifié la Constitution en ajoutant l'article et l'article 135, qu'ils ont voté les deux, qui est donc passé sans problème, alors que le PP était dans l'opposition. Cet article rend obligatoire, du point de vue constitutionnel, que l'État espagnol paye d'abord la dette avant toute autre dépense. Ça a été fait à la demande de la Troïka, à la demande de la BCE, pour rassurer les marchés. Voici le point de départ un des points les moins connus, mais qui est extrêmement puissant, car il signifie qu'à un moment donné, dans l'opposition de papier entre le PP de droite et le PSOE de gauche, dans ce moment-là, le PP et le PSOE ont fait exactement la même politique au même moment, le doigt sur la couture du pantalon. Ça, c'est ce qui se passe, explique beaucoup de choses dans la situation d'aujourd'hui, notamment la naissance de Podemos, puisque le PP et le PSOE faisaient 80% des voix, en gros, à eux seuls, depuis 1982. Maintenant, PP et PSOE ont du mal à réunir à eux deux 40% des voix. Et il y a donc le surgissement de nouvelles organisations politiques, notamment le parti Podemos, mais également un parti centriste de centre-droit qui s'appelle Ciudadanos, qui est la nouvelle approche, le pari fait par l'oligarchie et les grands médias espagnols, qui consiste à faire face à l'effondrement du PP en créant un autre parti qui va permettre que tout change pour que rien ne change, comme disait le personnage du Guépard. Et cette opération est en cours de manière à essayer de freiner le changement, comme l'opération Potami a été menée en Grèce. Alors, l'austéricide, c'est donc, je vous l'ai dit, une violence importante contre la population, une progression extrêmement rapide du chômage, qui peut atteindre jusqu'à 40% de la population, par exemple en Andalousie. L'explosion de la pauvreté. En 2014, Caritas a apporté de l'aide à 5% de la population espagnole.
Donc, c'est ce qui est colossal. La destruction assez rapide du système de santé et de la sécurité sociale. La sécurité sociale espagnole, le système de santé, était même beaucoup mieux que le système français, puisque les Espagnols sont couverts à 100% sur l'ensemble des soins. Le système de santé fait l'objet d'une action de privatisation et de démantèlement extrêmement rapide, avec des épisodes comme on a vu avec l'épidémie d'Ebola, où la dégradation du système de santé a même mis en danger l'Espagne, puisqu'elle a amené même un risque de développement de l'épidémie. Des expulsions massives de logements, des centaines de milliers d'expulsions depuis 4 ans, qui continuent dans un système où les personnes se sont retrouvées surendettées, puisque la bulle immobilière espagnole a construit, il y a en Espagne tellement de logements vides qu'on pourrait y loger toute la Hollande. Ils ont été construits dans un système de spéculation immobilière importante, également de blanchiment d'argent. Les foyers espagnols ont pu accéder à un logement, mais pour ça se sont endettés dans des conditions colossales, à des taux variables, il n'y avait pas le choix. Et les taux variables sont passés à un point tel que certains foyers se retrouvaient avec 80% de leur revenu pour payer le logement. Chômage plus explosion des taux d'intérêt égale expulsion. Il faut savoir qu'en Espagne, quand la personne est expulsée de son logement, le logement revient à la banque, mais la personne doit continuer à payer sa dette comme si elle y était. Donc, ce qui est contraire, y compris à la réglementation européenne, et la Cour européenne des droits de l'homme l'a signifié, mais le gouvernement espagnol refuse d'appliquer tout changement à la demande des banques qui disent qu'il faut maintenir la confiance, etc., etc. Répression policière importante et répression médiatique et juridique, puisqu'on a alors à la fois en même temps une pression sur un certain nombre de juges qui enquêtent contre la corruption, qui sont expulsés de leur poste pour éviter que les pouvoirs corrompus, et notamment du PP, puissent rendre compte, mais également vote récemment par le PP seul d'une loi extrêmement répressive qui criminalise pratiquement toute manifestation et toute opposition politique, mais également s'ils le font, c'est parce qu'il y a eu ces 5 dernières années une augmentation extrêmement importante des mobilisations populaires et de luttes populaires, y compris de manière très étonnante. On n'en parle pas en France, mais il y a eu des émeutes urbaines à Barcelone, par exemple, et même à Bilbao, contre des plans d'aménagement de quartier qui visaient à exclure la population populaire, à priver de droits la population populaire pour en faire des zones à bobos et à touristes. Ces mobilisations extrêmement importantes ont eu un point d'orgue qui est ce qu'on appelle le mouvement des indignés, le 15 mais en Espagne, parce que ça s'est produit un 15 mars. Mouvement des indignés qui a eu un impact très important dans la population espagnole et dont le parti Podemos est en une sorte d'émanation, c'est-à-dire le pari d'un certain nombre de personnes qui étaient dans le mouvement des indignés de transformer ce mouvement en alternative, enfin de transformer cette énergie et cette révolte en alternative politique. Voilà. Podemos donc n'existait pas l'an dernier au mois de janvier. C'est une organisation d'abord, c'est un appel politique pour créer une liste de rassemblements anti-austérité aux élections européennes. Dans les sondages pour les élections européennes, on a donné à Podemos 0%, puis 1% au mois de mai, et finalement Podemos a fait 8% et a obtenu 5 députés. Depuis, l'organisation a décidé de s'organiser comme parti pour essayer de gagner le pouvoir. Et ce parti, aujourd'hui, est donné à environ 20 ou 21% selon les sondages. Il faut beaucoup se méfier des sondages, surtout qui sont beaucoup manipulés par les organisations au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons en Espagne un jeu politique qui semble être autour de 4 partis, dont Podemos, qui sont à 20%. Podemos étant toujours donné premier en intention directe de vote, donc avec des possibilités de gagner les élections. En Espagne, le scandale de la corruption des élites prend des proportions particulières. Mais il y a une personne que vous connaissez peu en France qui s'appelle Rodrigo Rato. Il faut savoir que cette personne a été vice-présidente du gouvernement espagnol du temps de José María Aznar, que Aznar l'avait désigné pour être son successeur, mais que Rato avait préféré aller faire du business. Rato a été directeur du FMI. Puis il a été directeur de la banque Bankia, qui est en fait une caisse d'épargne privatisée qu'il a mis par terre. Il a été arrêté la semaine dernière par la police, libéré assez vite sur pression du gouvernement, et doit répondre de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale dans des conditions absolument énormes. C'est comme si vous preniez le ministre des Finances français, alors il y a celui qui évidemment avait de l'argent en Suisse et est parti, et c'est comme vous preniez un grand ponte
un grand ponte de l'État français, Macron, et qu'il était mis en prison pour évasion fiscale, etc. Mais quelqu'un qui a une carrière déjà très importante dans l'État espagnol. Donc, la situation de corruption des élites touche même le parti gauche unique, qui comprend le Parti communiste, dont une partie des membres ont pu être achetés, notamment par Rodrigo Rato. Il y a un scandale autour de Bankia, puisque tous les administrateurs étaient socialistes, de droite, syndicalistes, etc. Et il a arrosé tout le monde, et les gens se sont laissés arroser. Donc il y a un climat particulier dans lequel l'Espagne est maintenant dans une crise de régime. Le régime espagnol est né en 77-78, avec ce qu'on appelait la transition démocratique, qui est un compromis entre des forces démocratiques progressistes sortant de la clandestinité avec des capacités limitées en termes de rapport de force et l'élite issue du franquisme pour prendre un statu quo dans lequel l'élite issue du franquisme et l'oligarchie restaient en place et n'avaient pas à rendre compte de ce qu'ils avaient fait, pendant que le peuple gagnait des espaces de vie démocratique et gagnait également la construction d'un État social. Cet équilibre est rompu par le fait que le Parti populaire, qui est l'émanation des anciennes forces franquistes, met en œuvre l'austéricide à la demande de la Commission européenne, tout en se goinfrant ouvertement, et que la destruction de l'État social espagnol rompt l'équilibre de la Constitution de 78 et plonge l'Espagne aujourd'hui dans une crise de régime. Voilà, donc la France n'est pas encore dans une crise de régime, mais il faut voir qu'en Espagne, la crise de régime est déjà là, et cette crise est extrêmement profonde et peut mener à des choses très dangereuses, y compris la dislocation du pays. Voilà. L'agression contre l'État social et les Espagnols, ce que l'on appelle donc l'austéricide, se fait au nom de la dette et du fameux remboursement de la dette. Alors, la dette, on entend dire la dette des Espagnols. Les Espagnols doivent trop l'argent, les Espagnols ont vécu sur leurs moyens, l'Espagne, etc. C'est l'État espagnol qui est endetté. Vous savez, c'est comme quand vous dites les Européens, l'Europe dit à la Grèce, les Européens disent à la Grèce. Non, c'est pas vrai. C'est les institutions européennes disent à l'État grec, etc. On parle trop facilement du peuple comme s'il y était pour quelque chose. C'est bien l'État espagnol qui est endetté, surendetté, et ce sont bien des institutions de la Commission européenne, BCE, etc., qui ne sont pas l'Europe et encore moins la volonté politique des Européens, qui imposent un certain nombre de politiques. Donc, l'État espagnol a dépensé plus qu'il n'a collecté d'impôts. Et donc, il s'est endetté. Mais ça ne veut pas dire que l'État espagnol a trop dépensé. Ça veut dire qu'il avait moins de recettes de ce dont il avait besoin. Et au lieu d'aller chercher l'impôt, pour ne pas toucher aux privilèges de l'oligarchie espagnole, il allait chercher de l'endettement. L'État espagnol, à partir de 2008, a, entre guillemets, sauvé les banques et les grandes entreprises, notamment du secteur de l'immobilier. Quand la bulle immobilière a explosé, pour ceux qui connaissaient l'Espagne jusqu'au milieu des années 2000, il y avait autant de travaux publics en Espagne que dans tout le reste de l'Union européenne réunie. Et il suffisait de passer la frontière pour voir toutes les grues et de se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. Et l'Espagne s'est endettée auprès de l'Union européenne pour sauver les banques allemandes. Parce que le prêt consenti à l'Espagne, l'aide d'urgence consentie à l'Espagne à la demande du gouvernement espagnol était en fait à la demande du gouvernement allemand. Parce que les banques allemandes possèdent 200 milliards d'euros de dette espagnole. Et donc, si l'Espagne ne peut plus payer la dette, ce sont les banques allemandes qui s'effondrent parce qu'elles se sont enrichies et elles se goinfrent sur la dette espagnole et sur le service de la dette espagnole. Ce système d'endettement européen, c'est les banques privées saignent les États comme des vampires. Quand l'État n'a plus de sang et va soudain s'écrouler, la BCE arrive, le FMI arrive et réinjecte du sang à l'État pour que les banques continuent à le saigner. Voilà ce à quoi on a affaire aujourd'hui comme dispositif. Et l'Espagne est exactement dans ce système. Il faut savoir qu'en Espagne, la richesse du pays, le PIB par habitant, la richesse du pays en Espagne était dans la moyenne de l'Union européenne. 95% du 100%, c'est la moyenne de l'Union européenne et de l'eurozone, et l'Espagne est à 94%. Ça veut dire que la richesse espagnole était en 2008 dans la moyenne de l'eurozone. Par contre, la dépense publique sociale était à 74% de la moyenne de l'eurozone. D'accord ? Autrement dit, pour que l'État espagnol ait la même dépense sociale
que la France, par exemple, il aurait dû dépenser par an 66 milliards de plus. Donc l'État espagnol ne dépensait pas trop. L'État espagnol dépensait moins que la moyenne européenne pour l'État social. D'accord ? Donc, mais il s'est endetté sur son État social parce qu'il ne collecte pas assez d'impôts. Et il ne touche pratiquement pas au capital foncier et financier, qui pourtant en Espagne est devenu absolument colossal. Vous connaissez la banque Santander ou la banque Caixa, ce sont des banques espagnoles. Elles sont devenues d'énormes acteurs financiers internationaux. Un travailleur espagnol en 2008, ou un salarié, ce qu'on appelait quelqu'un de la classe moyenne espagnole en 2008, payait la même proportion de son revenu en impôts que dans les 15 pays les plus riches de l'Union européenne. Par contre, un super riche, donc dans les plus grandes fortunes espagnoles, ne payait que 6% de ce que payait la moyenne de ce que payent les super riches dans l'Union européenne, les 15 premiers pays de l'Union européenne, l'UE 15, si elle est 100%, les super riches espagnols sont à 6%. Donc l'État espagnol, tout simplement, ne collecte pas l'impôt auprès du capital et auprès des super riches. Et l'écart, et ça c'était en 2008, évidemment, avec la politique d'austéricide, l'écart a explosé. Donc, pour Podemos, la dette est un hold-up. Le secrétaire général de Podemos, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Pablo Iglesias, est professeur d'économie politique, professeur de sciences politiques et pas d'économie à l'université, et en fait depuis plusieurs années tient avec un certain nombre de ses collègues une web télé, et il a une émission de débat qui continue, vous pouvez le regarder, qui s'appelle Fort Apache. Vous tapez sur Internet Fort Apache Iglesias et vous verrez Iglesias faire un débat hebdomadaire avec un certain nombre de personnes de tout bord politique. Et donc, c'est l'émission Fort Apache. Une de ses émissions récentes était « Haut les mains, ceci est une dette ». Voilà. Haut les mains, ceci est une dette parce que la Banque centrale européenne n'est pas une banque centrale. La Banque centrale européenne n'est pas une banque au service des États. Que fait une banque centrale au service des États, comme la Banque centrale américaine, par exemple ? Elle émet de la monnaie. Avec cette monnaie, elle achète de la dette de l'État. Elle achète la dette de l'État à un coût très bas pour protéger son État de la spéculation des marchés. D'accord ? Que fait la Banque centrale européenne ? Elle émet de la monnaie qu'elle ne prête pas aux États car le traité européen l'interdit. Elle le prête à taux extrêmement bas à des banques privées qui le reservent à des taux extrêmement élevés à des États. 6% pour l'Espagne, argent pris à 1% par la banque espagnole ou la banque allemande, vendu à 6% à l'État espagnol, vendu à 6% à l'État italien, vendu à 13% à l'État grec. D'accord ? C'est donc une culbute extraordinaire, c'est un moyen de profit pour les banques qui est absolument colossal. Donc les banques privées se goinfrent, et quand les États sont à l'agonie, donc la BCE intervient, donne de l'argent pour que les banques continuent à se goinfrer. D'accord ? Et la saignée continue. Sur le fond, quand on parle du marché, les taux sur le marché, etc., en fait, ça c'est ce que dit Vicens Navarro, qui est un économiste qui a travaillé sur le programme de Podemos, c'est bien la BCE qui décide des taux. La Banque centrale, d'une certaine manière, par son attitude, décide des taux qui vont être appliqués en Europe. Donc, on est bien dans une politique. La dette est un levier pour provoquer dans toute l'Europe la disparition de l'État social. Et effectivement, Vangelis a parfaitement raison, selon nous, de dire que la Grèce sert de laboratoire. Mario Draghi l'a dit clairement, l'État social, l'Europe sociale, il faut en finir. Il a dit ça dans une de ses déclarations multiples, il faut en finir. Alors, Wolfgang Schäuble dit, la démocratie, ça commence à bien faire. Il l'a dit récemment sur la France, ce serait bien que quelqu'un puisse forcer le Parlement parce que malheureusement, il y a la démocratie. Le gars le dit comme ça. Donc on a affaire à ces gens-là, c'est-à-dire que pour nous, cette histoire de la dette en Europe, c'est d'abord un problème politique. On a des institutions qui ont la religion de l'ultralibéralisme et qui ont décidé de développer l'approche thatchérienne à toute l'Europe et qui se servent de la construction de la dette comme d'une arme pour provoquer que les gouvernements détruisent l'Europe sociale. Ils imposent la perte de souveraineté des gouvernements. La discipline fiscale, c'est la perte de souveraineté. Ne pas toucher aux revenus du capital et aux revenus des plus riches. Ils imposent les fameuses réformes structurelles, c'est-à-dire baisse des salaires, liberté de licenciement à tout point. Et ils imposent les privatisations. Et les privatisations, c'est l'abandon pour un État
des leviers qui permettent d'avoir des revenus. Parce que vous privatisez vos bijoux, vous ne pouvez pas après récupérer des sous là-dessus. On l'a vu en France avec l'histoire des autoroutes, hein, c'est vieux, mais c'est un exemple palpable. Dans les États comme la Grèce et l'Espagne, c'est puissance 10. C'est-à-dire qu'on prive l'État d'une assise qui lui permet de rentrer des moyens, d'accord, de manière à être totalement et définitivement dépendant des prêts bancaires privés. En 2007, alors est-ce que ça sert à quelque chose l'austéricide en termes économiques, macroéconomiques purs? Même pas. En 2007, la dette espagnole était de 384 milliards d'euros. Elle représentait 35% du produit intérieur brut de l'Espagne. En 2014, elle est 2038 milliards d'euros et elle représente environ 100% du produit intérieur brut de l'Espagne. Plus vous faites de l'austérité, plus vous explosez la dette que vous devez payer et pour laquelle vous faites de l'austérité. Donc la dette par habitant, elle est supérieure à la moyenne de l'Union européenne, de l'UE 15, hein, des 15 et de l'eurozone. La dette en pourcentage du PIB est aussi supérieure. C'est-à-dire qu'on a une situation qui n'est pas normale. Aujourd'hui, les Espagnols payent beaucoup plus que la moyenne de l'Union européenne sur la dette. Si la dette avait été achetée, un économiste a fait ce calcul, si la dette avait été financée à 1% en Espagne, au lieu d'être financée sur les marchés de capitaux privés, il a fait le calcul de 89 à 2011, aujourd'hui la dette espagnole représenterait 14% du produit intérieur brut et non pas 100%. Et il n'y aurait aucun problème de financement et il n'y aurait aucun problème d'austérité. Et donc il y a un problème de dette et d'austérité parce que l'État espagnol est obligé de se financer auprès de banques privées qui obtiennent l'argent à des prix ridicules, mais qui spéculent sur l'État. Aujourd'hui, l'État espagnol consacre 25% de sa dépense au service de la dette, ce qui est évidemment totalement intenable, mais qui est le modèle qui est prévu par l'Europe. 10% du produit intérieur brut de l'Espagne a servi en 2008 à, entre guillemets, sauver les banques. D'accord ? Les banques espagnoles, j'ai parlé de Caixa, Santander, les grandes banques espagnoles ont une visibilité internationale extraordinaire. Ce sont les banques les mieux implantées dans les pays les plus riches du monde. D'accord ? Elles sont totalement hypertrophiées. La place du secteur bancaire espagnol est 3 fois plus grande que la place du secteur bancaire américain aux États-Unis en proportion de la richesse nationale. Nous avons donc un problème extrêmement grave en Espagne, qui est que ces banques pompent l'économie espagnole. Leur expansion est essentiellement spéculative et qu'elles représentent donc un danger extrêmement grave pour l'Espagne et aussi pour l'Europe, puisque leur volatilité est considérable. Pourtant, malgré la facilité d'accès de la BCE au crédit, la BCE a mis en place l'argent quasiment gratuit pour les banques en prétendant que c'est un moyen de relancer l'économie parce que ça permet de prêter. Mais il n'y a pas d'accès aux prêts. Les ménages n'ont pas accès aux prêts. Les petites entreprises n'ont pas accès aux prêts en Espagne. Les banques utilisent l'argent de la BCE pour prêter au prix fort aux États parce que c'est la meilleure culbute possible. Les banques se font des bénéfices colossaux sur la spéculation sur la dette des pays européens, des pays du Sud. La BCE a prêté 1000 milliards depuis 2011, a lâché 1000 milliards d'euros qu'elle a versés aux banques. La moitié de ces 1000 milliards sont allés aux banques espagnoles et italiennes. Voilà. Donc ça vous donne une idée des déséquilibres auxquels on a affaire. Les ultra-riches sont de plus en plus riches. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes qui achètent les produits bancaires qui sont adossés au service à la spéculation de la dette. Donc pour les ultra-riches, ça va de mieux en mieux. Leurs revenus s'accélèrent. Évidemment, la problématique des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale s'accélère d'autant, puisqu'il faut bien les placer quelque part pour ne pas payer d'impôts. Et les peuples du sud de l'Europe, donc on a un accroissement des d'inégalités entre les ultra-riches qui sont de plus en plus riches avec des opportunités nouvelles. Dans chaque pays, en Grèce, c'est visible, hein. En Espagne aussi, c'est visible à l'échelle européenne. Et la population, la majeure partie de la population qui est en voie de paupérisation accélérée, y compris, je dirais, les classes moyennes supérieures, sont maintenant dans une situation extrêmement difficile. Mais ce sont également les peuples du sud de l'Europe qui payent les profits mirobolants des banques du nord de l'Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au premier rang desquels l'Allemagne. Donc, nous considérons à Podemos que cette situation sape aussi les fondements du projet européen. Le projet européen, c'était l'axe franco-allemand, c'était un espace de prospérité, de paix, de prospérité et de droits démocratiques et sociaux pour tous les peuples qui y rentraient. Aujourd'hui, on a affaire, c'est plus le cas. L'axe franco-allemand, pour nous, est totalement liquidé.
L'imposition des politiques d'austéricide au peuple du Sud met à bas la promesse de prospérité et d'égalité entre les peuples. Les discours d'ailleurs de certains gouvernements du Nord, hollandais, allemands, etc., extrêmement violents et racistes envers les peuples du Sud, mais pas leurs États. Parce que leurs États, eux, ça va bien, ils s'entendent bien avec eux, hein, d'accord ? Mais met à bas le fondement du projet européen. Et nous avons donc une politique menée par les institutions européennes que nous estimons d'autant plus urgent de combattre qu'elles mettent en danger de mort l'Union européenne elle-même, avec comme alternative les partis xénophobes, ultranationalistes, et des dérives qui peuvent aller très loin. C'est d'autant plus grave, et ce que disait Pablo Iglesias dans un article récent, c'est que un des fondements de l'Union européenne, c'était aussi de construire la paix avec l'axe franco-allemand, en faisant de l'Allemagne un pays qui était un vecteur de développement, qui participait au développement de l'Europe et à la paix et à la bonne entente entre voisins. La place qu'a pris l'Allemagne dans un système européen hiérarchisé, où les États sont hiérarchisés et où l'Allemagne est en tête de la hiérarchie, met à bas aussi tout le projet de départ issu de deux guerres mondiales et de plusieurs guerres dans lesquelles l'impérialisme allemand jouait un rôle central. Nous sommes donc dans une situation où l'austéricide en Espagne provoque une crise de régime extrêmement grave et en Europe met à bas et prépare la liquidation de l'Union européenne. Nous avons donc comme objectif, à Podemos, comme premier objectif, l'arrêt de cette politique destructrice en Espagne et en Europe. Comme je vous l'ai dit, de 2008 à 2014, la dégradation des conditions de vie, mais également la dégradation des indicateurs macroéconomiques de l'Espagne est massive. Elle est directement liée à la politique d'austéricide. Il est donc absolument inacceptable qu'elle puisse continuer alors qu'elle est un échec patent à tout point de vue. Nous entendons, dans le programme de Podemos, procéder à un audit de la dette. Si le premier audit fait par l'État grec, nous espérons que l'État espagnol sera le deuxième, l'Espagne sera le deuxième État à procéder à un audit de la dette pour déterminer ce qui est légitime et ce qui est illégitime. Il s'agit de gouverner, c'est-à-dire que on peut avoir une posture. La position de Podemos, c'est de dire on va cesser d'avoir une posture qui nous fait plaisir de gauche. On est bien. Ce qu'on dit est clair, la dette c'est mal, et réclamer le socialisme. Mais on va prendre le risque d'aller au gouvernement, y compris s'il faut faire des alliances pour ça, pour essayer d'utiliser le levier du gouvernement pour changer la société. Et comment on va le faire, les armes à la main, pour instaurer une dictature, fût-elle révolutionnaire, on va le faire en respectant les traités, en respectant la Constitution, en respectant un certain nombre de choses, jusqu'à ce qu'on ait les rapports de force pour les changer. Ce qui signifie qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain par un coup de baguette magique le système financier mondial, sous peine d'abord de contribuer à une crise importante et de plonger notre peuple dans la misère. Donc, par contre, la dette, on estime, on sait, et tout le monde sait sérieusement qu'elle est impayable et qu'il faudra bien en rabattre une grande partie. L'audit de la dette permet aussi de travailler d'avoir des arguments sur ce qui est légitime, ce qui est spéculatif, ce qui est... et d'avoir des arguments sur la restructuration inévitable de la dette espagnole comme de la dette européenne. Nous stopperons la politique d'austéricide et nous ferons face à l'urgence sociale qui a été générée par cette politique extrêmement grave. Nous procéderons à une importante réforme fiscale de manière à engager un niveau de fiscalité qui est un niveau de fiscalité européen. En Espagne, tout le monde dit qu'on va passer au socialisme, mais le Podemos dit lui-même que ce que l'on prévoit comme réforme fiscale consiste à s'aligner sur les pays du nord de l'Europe. D'accord ? Donc, ce qui en Espagne représente effectivement des ressources considérables à entrer pour l'État espagnol, car la richesse espagnole, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est du niveau de la richesse de l'Union européenne. Par contre, la collecte d'une partie de cette richesse pour l'État et pour l'État social est très inférieure. Nous engagerons une lutte de grande ampleur contre la fraude. Parmi les experts sur lesquels Podemos s'appuie pour son programme, il y a Hervé Falciani. Pour ceux qui se souviennent, Hervé Falciani est le lanceur d'alerte qui a dénoncé la HSBC et qui a amené la fameuse liste d'HSBC dont Christine Lagarde avait donné un exemplaire au gouvernement grec qu'il a perdu. Hein, vous voyez, donc le gouvernement précédent, évidemment. Et le gouvernement présent, évidemment. Hervé Falciani a
travailler avec Podemos pour que nous puissions faire des propositions modernes et techniquement adaptées pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, qui est aussi ce pour lequel il ne suffit pas d'avoir des belles déclarations, mais il faut aussi mettre des dispositifs techniques qui soient à la hauteur de la complexité du dispositif financier, et y compris de la complexité électronique du dispositif des marchés mondiaux qui permet de passer dans les coins. Nous renforcerons les droits et garanties démocratiques du peuple, ce que l'on appelle l'empoderamento, qui est la traduction directe du mot empowerment, comme un des moyens de permettre aux collectivités locales, territoriales, gouvernements régionaux et gouvernements d'être au service de l'intérêt général, alors qu'aujourd'hui ils sont massivement détournés au service des lobbies, et notamment des lobbies de la construction, mais aussi des lobbies financiers. C'est quelque chose qui, à mon avis, en France, est sans doute transposable. Et nous renforcerons la séparation des pouvoirs et les moyens de la justice, qui est aujourd'hui très attaquée pour empêcher justement que les scandales de corruption aillent jusqu'au bout. Et nous avons aussi le projet de développer une politique de réindustrialisation de l'Espagne. Si la France, d'autres pays résistent mieux à ces politiques-là, c'est parce qu'elles ont une industrie encore solide. La réindustrialisation de l'Espagne étant tournée sur des activités à haute valeur ajoutée, de technologie, et le développement d'un nouveau modèle énergétique, ce qu'on appelle vulgairement la croissance verte, mais qui consiste à se doter, à utiliser les capacités qu'a l'Espagne en termes de sciences, de technologie et également de ressources pour développer un nouveau modèle. Voilà. Merci. Alors, avant de voter Podemos, peut-être qu'il y a quelques questions, 2 ou 3, selon la règle établie, des questions d'éclaircissement, et après on passe la parole à Pascal. Oui, et je voudrais intervenir sur une... Attends, et tu permets des questions, pas des interventions. Hein. Ah, oui. Ah non, mais c'est la règle. Bon, alors je vais poser la Après les interventions. Ne pensez-vous pas qu'une des principales choses à remettre en cause est le pouvoir de la Banque centrale européenne, pouvoir qui lui a été conféré au moment du traité de Maastricht et dont l'article 104 et 107 disait « Les États et les gouvernements ne peuvent en aucun cas intervenir ni solliciter les décisions du Conseil d'administration de la Banque centrale européenne, qui est seule souveraine en matière financière, en matière économique. » Voilà. Merci. C'était dans le traité de Maastricht. Ok, on a entendu ta question, merci. Une autre question, il y en a une là-haut. Oui, d'accord. Vas-y. Excusez-moi, une question de la base. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Quel est le rôle passé et présent de l'Église orthodoxe grecque, qui est réputée pour... Enfin, on dit que c'est le premier ou deuxième propriétaire foncier de Grèce et qu'il y a de l'argent partout. Même question pour la Sainte Église espagnole. Quel est son rôle financier? Quel est son rôle moral? Parce que ces gens-là, moi j'ai l'impression qu'ils prêchent la charité, mais franchement derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors moi j'ai 2 questions, mais elles vont ensemble. La première, elle part de la remarque de Guillaume Duval sur la part que prennent les salaires dans la valeur ajoutée aujourd'hui, et donc qui est une part plus importante, et qui part de là, de cette idée que est-ce que finalement on n'est pas arrivé à un moment donné du développement du système capitaliste qui fait que on rentre en contradiction avec que cette augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée rentre en contradiction avec les processus d'accumulation du capital, et que ce n'est pas ce système-là qu'il faut qu'on remette en cause. Et ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on change de système d'analyse à propos de la dette? C'est-à-dire qu'on arrête de parler avec le filtre que veut nous imposer le libéralisme. C'est-à-dire, est-ce que quand on investit, il faut à chaque fois que ce soit de la dette? C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas que ce soit des subventions? Ça, c'était ma première question. Et qu'on ne soit pas forcément obligé de rembourser quand on investit et quand on construit un hôpital. Est-ce qu'on est obligé de rembourser
puisque ce sont des dépenses qui servent la société. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, elle est complètement en rapport avec ça. C'est sur les expériences d'appropriation, que ce soit en Grèce ou que ce soit en Espagne. Il se passe des choses, parce que quand on dit on va utiliser le levier du gouvernement pour faire avancer les choses, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à actionner sur deux mouvements, c'est-à-dire pas seulement la question du gouvernement, mais la question de la réappropriation par le peuple du pouvoir de décider et de s'approprier, y compris les choses. Il y a des expériences actuellement intéressantes en Grèce d'appropriation, de gestion collective des dispensaires, par exemple. Et je pense qu'il faudrait que, si on avance sur la question de la solidarité, il faudrait qu'on ait des choses, des propositions dans ce sens-là, concrètes, pour aider nos camarades grecs pour avancer vers ces gestions collectives. Et il y a aussi en Espagne, à commencer par des banques, il y a des gens qui créent leurs propres banques. J'aimerais bien que vous nous parliez de ces expériences-là. Merci. Je crois qu'il y a encore une question. Oui, alors moi j'ai une petite question un peu annexe au sujet de la dette. Quand Podemos sera au pouvoir très bientôt, je l'espère, quel sera votre rapport à la monarchie? C'est-à-dire qu'on voit dans les mobilisations, on voit souvent des drapeaux républicains, et j'aimerais savoir ce qu'ils vont devenir dans quelques mois. Merci. Donc c'est fini, mais il veut absolument poser sa question. Je lui donne le micro. Oui, je me demandais sur la question de la position de Podemos sur le maintien, le respect des institutions. Alors, pour ce qui est de Syriza, bon, avec le taux d'endettement de Syriza, effectivement, il y a un argument choc, c'est de toute façon, nous ne sommes pas solvables, mais on peut pouvoir payer. Pour Podemos, si on dit avec 100% de dette, 100% du PIB en dette, on veut rester dans les institutions, mais on veut rester dans la légalité, mais en même temps, on veut quand même annuler la dette. En fait, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut renverser un rapport de force sans menacer de sortir des institutions, de sortir de l'euro? Comment est-ce qu'on peut avoir un rapport de force favorable alors qu'on est solvable, alors qu'on ne prétend pas pour aller plus loin? Bon, écoute, ça va être difficile de répondre en 5 minutes, mais il faut essayer. Et sinon, il n'y aura plus de place. Évidemment, on ne va pas répondre à tout en 5 minutes. Je vais faire ma part, mais je crois que mes deux camarades ont été sollicités, donc je vais m'acquitter un certain nombre de questions spécifiquement espagnoles. Je vais commencer par la fin, hein, par vous. Vous me parlez de pourquoi rester dans la légalité, etc. Ce que nous disons, c'est que si nous obtenons effectivement un changement en Espagne et que nous arrivons au gouvernement, l'Espagne étant le 4e pays, la 4e économie de l'Union européenne, en tout cas de l'eurozone, a un poids quand même pour discuter. Et nous pensons que la pression populaire doit aussi permettre qu'un certain nombre de gouvernements, même sans changement politique, on pense au gouvernement italien et même au gouvernement français, se tournent sur d'autres politiques. Vous avez parfaitement raison de parler de rapport de force. On peut, dans la légalité européenne et dans les traités européens actuellement, changer des choses aussi en raison des rapports de force. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous pensons, c'est que nous avons affaire à des politiques, qui sont des politiques délibérées, qui sont mises en œuvre pour des raisons idéologiques. Nous n'avons pas affaire à une mécanique qui fait que la météo fait ça, il pleut, donc on n'a pas le choix, vous voyez. Et là, il y a de la dette, on n'a pas le choix, il faut restructurer, faire de l'austérité. Ce sont bien des politiques qui ont été mises en œuvre et nous estimons qu'il est possible de changer ces politiques. Et de changer ces politiques dans l'Union européenne, dans ces circonstances actuelles. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne puisse pas être améliorée. Mais le changement des traités européens et l'évolution de l'Europe dans un sens plus progressiste par rapport à sa construction institutionnelle actuelle est quelque chose qui doit entraîner tous les Européens dans le même mouvement. Aujourd'hui, le mouvement dans lequel on est plutôt de résister et d'essayer de barrer la route aux politiques d'austérité parce que justement, elles vont démanteler l'Europe. Voyez, elles vont démanteler l'Europe, elles vont démanteler ces traités. Ça ne veut pas dire que nous trouvons que ces traités sont magnifiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la destruction de l'Union européenne par la politique d'austérité et par le refus risque d'être pire pour les peuples que son maintien. Et c'est d'ailleurs l'analyse que fait le gouvernement Syriza, et en tout cas pour l'Espagne aussi. Donc est-ce que nous voulons des gouvernements d'aventuriers
Pas forcément. Nous voulons des gouvernements qui sont capables de faire concrètement améliorer la situation des gens, mettre fin à l'austérité, changer la vie et améliorer l'économie, et évidemment faire gagner des droits démocratiques à la population. J'en viens donc à la question de la réappropriation par le peuple, y compris sous forme de gestion collective, etc. Nous, on n'oppose pas les deux. Podemos est une émanation, d'une certaine manière, un héritier du mouvement des indignés, et va de pair avec un mouvement populaire important dans lequel il y a des mobilisations importantes à la base, et des expériences effectivement de banques alternatives, des expériences de microcrédit, des expériences de gestion d'entreprise soi-même. Mais quand quand le pouvoir d'achat des gens a chuté, que la population active a chuté, qu'une partie de la population plongée dans la pauvreté, vous avez de toute façon un problème macroéconomique, c'est de pouvoir nourrir l'activité. Là, on est dans un système récessif, et vous pouvez créer en coopérative la plus belle entreprise coopérative de la Terre. S'il n'a pas de débouché, il n'y en aura pas. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que aller au gouvernement fait partie d'un projet de transformation sociale. Nous ne voulons pas, et c'est, je dirais, la grande différence entre Podemos et ce qui reste, ce qu'on appelle Gauche Unie en Espagne, qui a eu son moment politique. Podemos a été au départ une proposition faite à Gauche Unie par l'équipe de Pablo Iglesias de mener une liste ouverte avec des primaires ouvertes à la population et au mouvement des indignés pour aller plus loin que le simple rassemblement de Gauche Unie et transformer la société. La direction de Gauche Unie n'en a pas voulu parce qu'elle est un appareil politique classique, en disant avec les sondages qu'on a, on va ramasser la mise, on va faire nos 15-20%, mais surtout on ne va pas aller au gouvernement. À partir de nos 15-20%, on va pouvoir continuer à protester, à dire qu'on est les plus beaux. Le projet, c'est de dire on va au gouvernement. On va, voyez, avec tous les risques que ça comporte. Mais on va cesser de dire qu'on peut changer la société de la base par l'empowerment de la population, ce qui est vrai, ce qui fait partie de notre programme, en laissant le gouvernement aux oligarques. Voilà le projet Podemos. C'est les deux, ensemble. En même temps. Sur la monarchie et la Sainte Église, d'accord. Podemos est un parti républicain. On l'a dit, quand le roi d'Espagne a abdiqué, suite aux élections européennes dans lesquelles Podemos a surgi et a bousculé tout, ils ont changé l'agenda, ils ont accéléré les choses, et l'abdication du roi Juan Carlos, qui était dont l'image était extrêmement dégradée par toute une série de problèmes, et les scandales de corruption qui touchent l'infante d'Espagne et le beau-fils, enfin bon bref, il y a quand même des trames un peu louches. Et le changement par le nouveau jeune roi, nous on a répondu des choses très simples. En Espagne, comme dans n'importe quel pays, quelqu'un qui est chef de l'État doit être chef de l'État parce qu'il a gagné les élections. Pas parce que le sang royal lui a donné ce pouvoir-là. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que c'est une priorité ? Non. Aujourd'hui, on peut manifester pour la République. Il y a des manifestations républicaines. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Espagne ont bien vu que la couleur de Podemos est le violet. Parce que nous estimons que c'est la couleur qui manque au drapeau espagnol, puisque le drapeau espagnol, avant la victoire de Franco, était un drapeau républicain qui était donc rouge, jaune, violet. Il est devenu rouge, jaune, rouge. Et Podemos ramène du violet dans les couleurs du pays. Mais ce n'est pas une priorité. À un moment donné, la priorité, c'est de mettre fin à l'austéricide et de rassembler pour mettre fin à l'austéricide. Sinon, on peut faire des grandes manifestations regrettant la République, mais qui veut la République de 1932 ? Voilà. C'est quel projet ? Donc, dans le programme politique de Podemos, il y a effectivement acté le fait que la crise de régime est très profonde, que le risque d'éclatement du pays est profond, et enclenché un processus constituant important avec tous les peuples d'Espagne, de manière à proposer que les peuples d'Espagne continuent ensemble sur un nouveau pacte, puisque le pacte de 78 est effondré, est en crise, et que dans ce nouveau pacte, soit traité la totalité des questions, monarchie ou république, mais aussi république sociale ou oligarchique, mais aussi indépendance, autodétermination ou pas d'un certain nombre de régions, et que tous ces sujets soient traités, mais et que le peuple puisse se prononcer sur tout. En tout cas, aujourd'hui, Podemos n'est pas un parti qui fait campagne pour la République. Podemos fait campagne pour la fin de l'austéricide en Espagne. Et l'interruption des politiques destructrices de la vie de millions d'habitants, c'est sa priorité. Comme l'a dit Pablo Iglesias, en plus le roi d'Espagne, le nouveau, est pour l'instant assez populaire.
Il dit mais il a des chances de gagner les élections. Mais nous, tout ce qu'on dit, c'est que un régime démocratique, quelqu'un qui est chef de l'État, a gagné les élections. Voilà. Alors, sur l'Église, la situation de l'Église en Espagne n'est pas la même qu'en Grèce, on est d'accord. Hein. L'Église n'est pas, comme en Grèce, une Église d'État. La constitution espagnole est d'ailleurs un peu ambiguë. Alors à la fois, elle fait une place à l'Église, puisqu'elle fait une place à la royauté d'origine catholique, mais par ailleurs, elle proclame la laïcité de l'État. Donc on n'est pas dans la même situation. Par contre, l'Église espagnole a joué un rôle... la direction de l'Église espagnole a joué un rôle extrêmement négatif et très réactionnaire ces dernières années. Pas forcément avec du succès. Un exemple est que, par exemple, le gouvernement espagnol de PP est très infiltré par les éléments les plus réactionnaires de l'Église et que l'Église a tenté, avec le gouvernement Rajoy, de participer directement à la direction du gouvernement. Simplement, ce qui se passe, c'est que les banquiers privés participent directement à la gestion du pays, comme en France d'ailleurs, où finalement les banquiers finissent par nommer eux-mêmes le ministre de l'économie, en gros. Mais par contre, l'Église a réussi à avoir des gens à la justice, à l'éducation, etc. Mais ça n'a pas forcément été très loin. Ils ont introduit des réformes éducatives en réinstaurant l'heure d'éducation religieuse, etc. Ça n'a pas un grand succès. Et ils ont tenté de faire interdire l'avortement. Vous vous souvenez, finalement, ce gouvernement a reculé en race campagne et a passé une petite mesurette régressif certes sur la loi d'avortement, mais c'est complètement étalé là-dessus, c'est-à-dire que l'offensive ultra-réactionnaire de l'Église catholique espagnole s'est soldée par un échec important, et d'ailleurs par le remplacement du cardinal Prima d'Espagne, dont le style assez facho finalement a créé plutôt des problèmes à l'Église espagnole dans son influence que l'inverse. Évidemment, elle est toujours très influente dans l'oligarchie. L'Opus Dei, c'est une invention espagnole, mais c'est effectivement un grand propriétaire terrien. Il y a en plus un problème avec la loi espagnole, c'est que l'Église s'est mise ces dernières années à déclarer ses biens qu'elle n'a jamais déclarés, qu'elle peut déclarer pour une somme ridicule, donc elle déclare des cathédrales, etc., qui ont des valeurs énormes, et des patrimoines, parce qu'il suffit que l'Église déclare qu'un truc est à elle. Si je ne sais plus dans quel délai personne ne proteste, pof, c'est à elle. Donc elle a déclaré en catimini. Elle a déclaré en catimini plein de choses, et de manière à blinder son patrimoine. Et effectivement, un des problèmes qu'a l'Espagne, c'est d'aller chercher la propriété foncière, d'aller chercher les revenus des ultra-riches et du grand capital, et si l'Église est riche, qu'elle paye. Par contre, l'Église en Espagne n'est pas dispensée constitutionnellement de payer, contrairement à l'Église grecque. Je crois que j'ai fait le tour. Pardon, la BCE. Un mot sur la BCE et j'arrête. Mais c'est pas moi qui vais en dire le plus sur la BCE. Sur sa soi-disant indépendance. Ça fait partie du dogme ultralibéral. La Banque centrale doit être indépendante. La BCE est installée exactement à côté de la Bundesbank. Voilà. La BCE est aux ordres de la Bundesbank et est aux ordres des lobbies. Elle ne joue même pas son rôle de banque centrale. Comme je l'ai dit, comme une banque centrale la Grande-Bretagne a une banque centrale, les États-Unis une banque centrale, la Chine a une banque centrale, la BCE, même avec le pire des dogmes libéraux, ne joue pas le rôle de banque centrale en réalité. Merci.